Bienvenue, Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II, Casablanca, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc bienvenue à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va débattre aujourd'hui des enjeux de la régionalisation avancée en matière d'éducation et d'enseignement au sens large, pour savoir qu'est-ce qui va changer aussi en matière de gouvernance, entre peut-être président de région, président d'université, la nouvelle articulation qui sera à trouver pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Quel visage aura l'école? Pareil, au sens large, sera-t-elle mieux gérée, plus efficace et moins inégalitaire? Parce qu'on sait très bien que l'école, malheureusement, c'est à l'école que ça crée, voire amplifie des inégalités essentiellement sociales, sans oublier aussi le rôle de l'école, de l'université, et sa place dans la nouvelle architecture régionale qui est en train de se dessiner, de se développer à la lumière de la régionalisation avancée. Abdelatif Komat, sur tout d'abord où on en est du chantier de la régionalisation avancée en matière d'école, d'enseignement et d'éducation aujourd'hui, 3 ans après le décret 2015 et le nouveau découpage territorial. Concrètement, on en est où aujourd'hui? Très bien. Merci tout d'abord pour l'invitation à prendre part au débat sur une thématique importante qui est un des grands chantiers que connaît notre pays. Alors, comme vous dites, la régionalisation est amorcée depuis maintenant 3 ans. Au niveau du système éducatif d'une manière générale et au niveau de l'université, que je représente d'une manière particulière, nous commençons à connaître les prémices d'un changement sur ce plan-là. Parce que, en fait, ce qui est attendu du monde éducatif par rapport à cette régionalisation, c'est qu'il puisse s'adapter aux enjeux que présente cette régionalisation. Quels sont ces enjeux? Tout d'abord, une région a besoin d'un système éducatif qui forme en fonction de ses besoins, surtout au niveau universitaire. Ça a des besoins économiques, essentiellement. Oui, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient sociaux. Culturels également. Culturels également, ouais. Parce que l'université elle agit sur plusieurs plans. La région a besoin d'une université ou d'un système éducatif qui serait interpellé sur les grandes questions régionales, notamment des questions de l'environnement, des questions culturelles, des questions artistiques, des questions civiques également, parce que l'université joue un rôle important en matière d'éducation et en matière de sensibilisation sur les grandes questions sociales et sociétales. Et cela ne peut se faire sans qu'il y ait une relation directe entre les structures de la région et les structures de l'université. C'est-à-dire comment la relation en fait entre la région et l'université, c'est ça? Effectivement. Qu'est-ce qui pourrait permettre de la renforcer davantage cette relation? Alors c'est pas aujourd'hui, le premier enjeu en fait déjà de se dire comment renforcer davantage la relation entre la région et l'université? Tout d'abord, une relation institutionnelle. Donc, la région, il siège dans les conseils d'administration des universités, d'une manière générale. D'accord? Donc, déjà, la région est représentée dans les structures décisionnelles et stratégiques de l'université. Donc, est-ce qu'à ce jour, par exemple, c'est la région ou le président de région qui peut influer sur la décision de nomination d'un doyen ou de président d'université? Pas à ce plan-là. La nomination des doyens, c'est une affaire gérée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est centralisé. Ça, c'est centralisé. Bien évidemment, il y a une implication des structures universitaires sur cette opération, mais la région, il peut siéger comme membre de la commission, par exemple, pour examiner les candidatures pour un poste de doyen ou de président. Donc, la région, il peut être représenté. Dans le concept de régionalisation avancée, est-ce que ça va changer ça? Est-ce que du coup, le président de région, d'une région quelle qu'elle soit, aura aussi autorité, pouvoir entre guillemets, de nommer un président de l'université? Non, c'est pas prévu dans les textes. Non, c'est pas prévu. Non, ça c'est une affaire du. Ça restera centralisé. C'est ça, c'est centralisé. Par contre, comme j'ai dit, le président de la région est présent, est membre du conseil d'université, c'est-à-dire de la structure du conseil d'administration d'université, et donc il est au courant. Il devrait être au courant des grandes décisions prises par l'université, par exemple le budget, par exemple les nouvelles formations à offrir, etc. Donc la loi, il lui donne cette possibilité. Donc déjà, il y a cette relation institutionnelle. Ça, c'est établi aujourd'hui. C'est établi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu en route. Est-ce qu'il y a, sur les programmes pédagogiques, sur le contenu pédagogique, qui intervient? Est-ce que là, ça reste toujours centralisé au niveau de Rabat,
du ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, où les présidents de région ont toute la latitude et l'autonomie aujourd'hui pour définir des programmes pédagogiques, des programmes scolaires dans chaque région. Voilà. Est-ce que c'est uniforme? Est-ce que c'est en fonction des régions, en fonction des particularités, des spécificités? Alors, par rapport à la question des programmes, il y a un changement depuis le début des années 2000 où l'université a plus d'autonomie sur le plan pédagogique. Donc, l'élaboration des programmes, c'est une responsabilité partagée sur une partie des programmes, notamment des troncs communs en licence qui sont centralisés au niveau du ministère, mais le reste, c'est-à-dire les parcours au niveau des licences, les masters, les doctorats, les licences professionnelles, ce sont les universités qui ont toute l'autonomie. Bien évidemment, les universités sont appelées à se concerter avec leurs régions, et c'est ce que nous faisons, soit les régions sur le plan institutionnel, soit des structures économiques ou sociales, ça peut être la CGEM, ça peut être des fédérations, s'il s'agit de former pour des métiers précis, mais de leur région, pour justement offrir des programmes en relation avec les besoins de leur région. Une question qui pique un petit peu, Baptiste Comat, sur si on devait faire un bilan aujourd'hui. Donc vous dites depuis les années 2000, autonomie des universités en matière de programmes pédagogiques et scolaires. Est-ce qu'aujourd'hui ça a permis aux universités de rehausser leur niveau de formation, d'étudiants et de compétences pour répondre au marché, ne serait-ce que national? Effectivement. À la lecture des études, on se dit, bon voilà, en fait, c'est dur. Alors, il faut dire une chose, hein, il faut dire, et ça vous me permettez d'ouvrir une parenthèse par rapport à cette image un peu parfois négative véhiculée sur l'université qui ne reflète pas la réalité. Bon, tout d'abord, l'université, lorsqu'on parle d'université, elle regroupe des établissements qui sont très convoités. L'université, c'est également les facultés de médecine dentaire, les écoles d'ingénieurs, les ENCG, qui accueillent les bacheliers les plus performants au niveau national. C'est entre 16 et 19 de moyenne. Donc déjà, ils sont à l'université. Restent des établissements à accès ouvert, qu'on appelle accès ouvert, qui sont les facultés de droit, les facultés de sciences, les facultés de lettres, qui reçoivent peut-être des étudiants à des moyennes inférieures, oui, avec des conditions parfois d'enseignement qui sont un peu plus difficiles. Mais même dans ces établissements, il y a des résultats qui sont très notables. Par exemple, les masters. Aujourd'hui, les masters dans des facultés comme la nôtre, nous sommes sur des formations très pointues qui n'existent nulle part ailleurs, notamment en matière de droit. Le droit des affaires, le droit de l'environnement. Nous sommes sur des formations en matière de management qui sont aujourd'hui à des taux d'insertion de 100%. De débouchés. De débouchés. En contrepartie, quand on regarde toutes les récentes études du Haut Commissariat au Plan, auquel moi je pense comme vous d'ailleurs on accorde beaucoup de crédit, pour la faire court sans être dans la caricature, plus on est diplômé, moins on a de chances de trouver un job. Là également, ce n'est pas une réalité. Les derniers chiffres qui sont en fait publiés par le RCP il y a 2 mois démontrent le contraire. Au niveau, par exemple, des docteurs, nous avons 4,4 qui sont à la recherche d'emploi. Au niveau des masters, nous sommes à 9-10%. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on confond un peu des populations de nature différente. On considère, par exemple, un bachelier ou un bac+1 comme faisant partie du supérieur. Nous savons qu'il y a beaucoup de déperditions au niveau de l'université. Il y a à peu près 30% qui quittent l'université avant le diplôme. 30%, ça veut dire combien d'étudiants? C'est bon, au niveau de notre faculté, par exemple, si je raisonne une faculté, nous accueillons à peu près 7 000 à 7 500 nouveaux bacheliers. On perd peut-être 2000 étudiants la première année qui sortent parce qu'ils sont dans un environnement qui ne leur convient pas. Et ça pose un problème d'orientation et un problème d'amélioration des conditions d'accueil et d'enseignement au niveau de ce qu'on appelle les accès ouverts, qui sont aujourd'hui sur des capacités d'accueil qu'ils dépassent largement. Au niveau de la faculté que je gère, nous avons une capacité en fait, de 14 à 15 000 étudiants. Nous avons aujourd'hui 26 000 étudiants. Donc des conditions d'études, voilà. Ce qui fait que peut-être il y a des étudiants qui n'apprécient pas un peu ces conditions et qui quittent et qui vont peut-être vers la formation professionnelle. Ce qui est logique et normal, me semble-t-il. Régionalisation, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire plus d'universités qui vont être construites, plus de places pour les étudiants? Parce que là, vous savez mieux que moi qu'on aura de plus en plus d'étudiants dans un avenir proche, parce qu'il y a les pressions démographiques. Aujourd'hui, on dit que la population d'étudiants risque d'être multipliée par 2. Déjà, elle a été multipliée par 4 depuis 2009. Donc voilà, est-ce qu'il y a une logique aussi, selon vous, nécessaire aujourd'hui d'avoir une vision globale là-dessus? Se dire,
mais tout en étant régionalisé. Oui, Il faut nécessairement ne pas se dire, faire le constat des classes surchargées, mais peut-être d'intervenir en amont en disant voilà, on va avoir un flux annuel de X milliers d'étudiants chaque année, donc approche par région, et donc il faut aussi avoir une vision. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau de notre université. Nous sommes sur des projets. Je ne peux pas annoncer, parce qu'il y a le président qui est en train de négocier de grands projets dans la région de Casablanca pour l'extension de notre université, d'accord, avec de nouveaux métiers. Donc c'est en cours, hein, c'est en cours, mais en tout cas, nous sommes conscients de ces difficultés et nous sommes en train de préparer l'avenir pour qu'il soit meilleur pour nos jeunes, aussi bien au niveau des conditions d'accueil que les profils que nous allons former et qui répondraient davantage aux besoins futurs de la région. Est-ce que dans ce cas précis, ça s'est fait de concert aussi avec la présidence de la région de Casablanca Stat? Parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on a élargi la région en intégrant des communes, donc de plus en plus de population aussi, un périmètre beaucoup plus large. Donc du coup, il y a une vision. Oui, c'est ça. Ça se fait aussi bien avec les autorités locales qu'avec les élus, avec la région. Parce que de toute façon, on ne peut rien faire sans l'implication de la région et des autorités locales. Parce qu'il y a du foncier, il y a un appui. Qui est l'appui financier. Et également le financement. Et sur ce plan-là, il y a un tour de table aujourd'hui qui se constitue et qui va donner lieu à des projets importants au niveau de notre région avec de nouvelles formations et sur de nouveaux métiers. Justement, dans cette régionalisation avancée, si on reste sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui a d'ores et déjà été mis en place pour assurer, tout à l'heure vous avez parlé d'autonomie en matière de programmes pédagogiques et programmes scolaires, et autonomie financière. C'est aussi peut-être un des enjeux. Est-ce que l'enjeu c'est d'avoir des universités, des pôles universitaires qui soient autonomes d'un point de vue financier, ou au contraire qu'il y ait des espèces de partenariats publics, intrapublics entre la région et les universités? Alors là également c'est un grand débat, c'est un grand sujet. Aujourd'hui on parle de l'autonomie de l'université, il y a plus une autonomie pédagogique, beaucoup plus que financière, parce que l'université continue à dépendre du budget de l'État. Il y a quelques actions qui génèrent des ressources pour l'université, notamment la formation continue et la recherche, mais on reste largement dépendant de l'État. Sur ce plan-là, bien sûr... C'est une bonne chose. Dans le cas du processus de régionalisation avancée. Hein. Jusqu'à une certaine limite, oui, il faut que l'université publique continue à être subventionnée par l'État. Mais il ne faut pas qu'il en dépende à 100%, parce que de toute façon, les budgets qui sont mis à la disposition de l'université par l'État ne sont pas suffisants pour aller vers une meilleure qualité d'enseignement. On a besoin de plus de ressources. Financières, bien sûr. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi dans le cadre de la régionalisation avancée, de se rapprocher peut-être des opérateurs économiques régionaux dans différentes régions et de travailler de concert un petit peu sur un modèle un peu à l'américaine? Oui. Alors, maintenant, dans la limite de ce que permet la loi. D'accord, il y a le partenariat public-privé, donc qui est prévu. Mais la loi n'est pas encore applicable. C'est pas prévu pour les régions, c'est prévu au niveau national. Oui, c'est au niveau national. Voilà, parce que je crois que ce qui doit être étudié aujourd'hui, c'est la déclinaison régionale. C'est ça, des partenariats publics-privés. Là, au niveau régional, c'est également possible. Hein, c'est également possible. Alors, le projet que nous sommes en train d'initier va essayer d'entrer dans cette logique de partenariat public-privé. Parce que de toute façon, à un certain moment, il y a une saturation, il y a une limitation de possibilités de développement en se basant exclusivement sur un financement de l'État. Ça, c'est fini. Il faut aller chercher d'autres financements, soit le privé, soit dans le cadre de partenariat public-privé. Bon, maintenant, c'est vrai, il y a la question de la contribution un peu des familles aisées au financement du système éducatif qui est également posée. C'est plus ou moins d'actualité, ça, de faire en sorte que l'école est gratuite, eh bien, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'université gratuite, c'est fini aussi. C'est un sujet qui est abordé par le Conseil supérieur de l'enseignement. Dans le cadre de sa vision 2015-2030. Voilà, dans le cadre de la loi cadre qui est aujourd'hui en cours d'étude. C'est un grand sujet, mais je crois qu'à un certain moment, il y a une saturation du modèle classique du financement de l'enseignement. Il va falloir imaginer de nouveaux modèles, notamment en matière de financement, pour qu'on puisse aller de l'avant. Est-ce que c'est prévu dans la régionalisation avancée, selon vous? Oui, effectivement. C'est évoqué dans les textes. En théorie, c'est prévu. Non, en fait, au niveau des textes, la régionalisation avancée ne traite pas directement ces questions de financement de l'éducation autre. Bon, il le traite sur un plan social, dans le cadre des programmes, mais comme action publique ou comme action d'État, pour le moment, la question du financement de l'enseignement, elle est évoquée au niveau central.
Maintenant, s'il s'agit de descendre à un niveau régional, c'est beaucoup plus une question d'appui. Dans le cadre financier. Voilà, dans le cadre des budgets des régions, qui ont des budgets, et c'est ce qui est fait un peu... Est-ce que c'est des budgets équitables? Parce que là-dessus, on ne s'est pas trop dit que voilà, il y a des budgets qui vont être... Parce qu'il y a parce qu'il faut le préciser aussi, aujourd'hui il y a 12 régions, mais il y a aussi 12 agences régionales en charge de l'enseignement à travers le pays. Et s'il y a des budgets qui sont alloués donc à ces AREF, c'est bien ça. Est-ce que c'est des budgets équitables pour toutes les régions? Parce que déjà qu'on dit qu'il y a des inégalités territoriales, sociales et autres entre régions, est-ce que là il y a égalité ou inégalité en matière d'allocation de budget? Non, en fait, moi, j'évoque le côté enseignement supérieur. Les AREF, je ne sais pas comment c'est géré. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, ça dépend un peu de la relation et de la vision de la région par rapport au rôle de son université. C'est des budgets qui ne sont pas standardisés. Chaque région octroie, à travers ses structures, un budget pour appuyer l'université sur des projets de recherche, sur des projets de partenariat. Projets novateurs, en fait, tout ce qui est innovation, essentiellement, recherche. Effectivement. Financement. Par exemple, nous sommes en train de se faire financer par notre région d'une grande étude que nous menons, GEM, que j'ai cité tout à l'heure, sur l'écosystème entrepreneurial au niveau de la région Casa-Stade, et on a demandé à la région de contribuer au financement de cette étude. Et donc là, la convention est signée, la région va contribuer au ce genre de projet. Écosystème entrepreneurial. Entrepreneurial de la région de Casa. Région de Casablanca-Stade avec votre université. Avec l'université. Mais c'est quoi la finalité? Est-ce que c'est faire une étude pour faire une étude? Non, ou est-ce que c'est une étude qui va servir à... Elle sert. Aujourd'hui, c'est une référence même pour des organisations mondiales. La Banque mondiale cite les résultats de GEM au niveau de ses rapports. GEM, c'est Global Entrepreneurship Monitor. Monitor, d'accord. Et donc, elle est portée à la connaissance des décideurs au niveau national, des organisations que du ministère. On organise une journée, on communique les résultats dans la presse, il y a une couverture médiatique très développée pour porter les résultats de GEM d'une manière générale au niveau national, mais également on porte les résultats de la région aux instances régionales. Qu'en est-il de la région Casa-Stade en matière d'entrepreneuriat? Est-ce qu'on a, mais justement, on en est où en matière d'entrepreneuriat? Parce que par rapport à cette étude, qu'est-ce qui ressort grosso modo? Alors, ce qui ressort, c'est en deux mots, c'est qu'il y a une prédisposition à entreprendre, mais qu'on a besoin d'améliorer l'écosystème entrepreneurial en matière de financement, en matière d'accompagnement. La question d'accompagnement est fondamentale. Et dans ce sens, l'accompagnement de l'entrepreneur. De l'entrepreneur, surtout un entrepreneur débutant. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons monté un master l'année dernière sur l'accompagnement des TPME, des toutes petites et moyennes entreprises, en partenariat avec la Fondation Mohamed V, qui contribue au financement de ce master qui consiste à former des accompagnateurs aux porteurs de projets. Donc l'idée, c'est de favoriser l'auto-emploi et que un maximum de Marocains se dirigent vers le... Parce que c'est la panacée pour l'avenir. Aujourd'hui, les voies d'emploi classiques, ils sont saturés. Au Maroc, aujourd'hui, le taux de croissance qui est créé il y a quelques années, 30 000 à 40 000, un point de taux de croissance d'emploi, il ne crée aujourd'hui que 12 000 à 13 000. C'est divisé par 3. Voilà. Ouais. Et donc les voies classiques, l'administration, le privé, ils sont saturés. Il faut aller vers la création de richesses via l'entrepreneuriat. C'est intéressant. Est-ce que donc cette étude sur la culture entrepreneuriale du Marocain, vous avez parlé des prédispositions qui sont positives et favorables, est calquée sur le modèle économique régional aussi de Casablanca? Ah oui, parce que là, ce que nous sommes en train de... D'ailleurs, on a déposé un projet au CNRST pour que GEM, qui est au départ une enquête nationale, soit adapté aux 12 régions marocaines. Pour le moment... C'est modélisable, ça? C'est possible? Non, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'on mène l'enquête dans chaque région à part. D'accord. Alors, nous avons la région de Casablanca-Stade qui est déjà d'accord. On a des contacts avec la région Marrakech-Safi. Et l'idée, c'est de pouvoir généraliser cette enquête pour que chaque région ait des résultats adaptés à ses réalités. Et donc, ça pourrait permettre quoi parce que là, on est régionalisation avancée, elle va avancer. Ça veut dire qu'aussi, il va y avoir une modification de fonds sur les écosystèmes régionaux. À travers le pays, on a parlé des PDR, des plans de développement régionaux dont chaque région est dotée. L'université, l'école et l'enseignement qui doit être un partenaire privilégié aussi dans ce cadre-là. Est-ce que tout ça, comment ça peut se construire et se développer selon vous? Effectivement. L'intelligence virtuelle, artificielle, humaine, elle doit être au service de cet écosystème régional. Mais comment ça peut se matérialiser selon vous? Il me semble que c'est le véritable enjeu. Effectivement. En fait, la question, c'est tout d'abord de positionner chaque région par rapport à ses potentialités.
économique environnementale et sociale. et sociale. Parce que l'étude, elle montre qu'on va vers l'entrepreneuriat, soit dans le cadre de ce qu'on appelle des projets portés par les facteurs de production, c'est-à-dire des richesses naturelles, soit par l'efficience des facteurs, notamment travail et capital, soit par l'innovation. Le Maroc aujourd'hui est situé dans une situation intermédiaire. Il est au niveau de l'efficience des facteurs de production. Et l'idée, c'est de porter l'entrepreneuriat vers l'innovation, c'est-à-dire d'amener les jeunes à proposer des nouveautés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La semaine dernière, nous avons donné l'occasion à 200 étudiants de venir, dans le cadre de leur projet de fin d'études, à venir présenter des projets novateurs avec INJAZ. INJAZ, vous connaissez INJAZ, c'est une fondation qui encourage à la culture entrepreneuriale. Et nous avons eu des projets fabuleux portés par des jeunes. Maintenant, il faut qu'il y ait des structures d'accompagnement pour que ces idées de projets soient transformées en véritables projets. Et c'est un peu l'objet, notamment chez nous, nous sommes en train de mettre en place un incubateur. Et quand vous dites innovation, robotisation, automatisation, enfin, toutes ces choses-là, est-ce qu'on sait où on va? Parce que même pour former, attirer un maximum de jeunes à travers les régions du pays, il faut savoir vers quoi on va, vers quel type de métier, vers quel type de monde numérique, vers quel type de besoin. Concrètement, est-ce qu'on sait grosso modo, est-ce qu'on a de la visibilité? Alors, il n'y a pas de limite à l'innovation. Vous savez qu'au Maroc, lorsqu'on fait un benchmark entre le Maroc et les pays émergents, nous avons encore un potentiel de création d'entreprises énorme, aussi bien au sens large que au sens d'entreprises exportatrices. Par exemple, si on fait une comparaison avec la Turquie, aujourd'hui nous avons au Maroc à peu près 5 000 entreprises à l'export. En Turquie, nous en avons 27 000. Donc, ça démontre qu'on n'a pas à limiter le champ d'action. Il faut laisser aux jeunes la possibilité d'imaginer, de créer. Que ce soit dans la valorisation des produits de terroir, par exemple, qui est un champ énorme et qui présente un potentiel au niveau des régions qui est énorme. Vous savez qu'il y a une étude... Est-ce qu'il faut un cadre pour ça? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, il est prouvé aussi que en fait, la capacité de créer pour l'individu est conditionnée par l'environnement dans lequel il réside, dans lequel il vit. Est-ce que ces nouveaux espaces régionaux pourront, selon vous, permettre justement de laisser place à la primauté, à la créativité? Oui, bien sûr. C'est ça. À mon avis, c'est ça le véritable premier enjeu, non? C'est-à-dire que ça doit être en fait un avantage, ça doit être un stimulant. Parce que autant on est dans la décentralisation et dans la déconcentration, on est dans la proximité, on est dans l'écoute. Et donc, en principe, l'espace régional devrait présenter des conditions plus propices à l'innovation pour les jeunes que lorsqu'il s'agit de rester dans un système. Maintenant, c'est aux régions d'essayer de stimuler, de créer ces cadres, notamment à travers des structures d'accompagnement, à travers des structures d'incubation, à travers des structures d'accélération. Et il faut que les régions soient davantage conscientes qu'ils sont partie prenante au niveau de la dynamique entrepreneuriale. Il faut qu'ils sachent qu'une des solutions aux problèmes socio-économiques, c'est d'amener à l'entrepreneuriat. Et donc, il ne faut pas qu'ils se limitent, ils disent que c'est le rôle de l'université de former ou des entreprises à recruter. Il faut qu'ils soient conscients qu'ils ont une responsabilité institutionnelle et sociétale dans cette logique d'aller vers plus d'entrepreneuriat. Très souvent, à tort ou à raison, d'ailleurs, on a reçu un politologue, professeur de droit, Moustapha Saimi, que vous connaissez peut-être, qui était là hier, qui dit le principal défi aussi, c'est la formation des élites régionales. Parce que pour tenir le discours que vous tenez, qui est plein de sens, je me dis aussi, il faut que, d'un autre côté, vous ayez un interlocuteur au niveau des régions qui soit sensible et qui comprenne un peu ce discours-là. Est-ce que là, est-ce que ça peut coincer là? Alors, on nous dit parce qu'il y a un déficit d'élite et un déficit d'élite au niveau des régions. Donc, si effectivement il y a un discours sensé avec projection d'un président d'université ou d'un doyen comme vous, est-ce que face à vous, vous avez des élus aussi, des présidents de région réceptifs? Alors sur ce plan-là, effectivement, il y a encore c'est un travail de longue haleine. Hein. Bon, on est dans l'apprentissage. On est dans une démocratie qui se consolide, on est dans une régionalisation qui se met en place. Effectivement. Et sur ce plan-là, je crois qu'il y a une prise de conscience parce qu'il y a des projets de formation, notamment au niveau des élus, au niveau des administratifs territoriaux. Par exemple, nous, l'université, nous avons participé à la formation
de centaines de cadres de la ville de Casablanca il y a 1 an et demi sur différentes questions. Par exemple, des questions liées au management, à la conduite du changement. Et il va falloir que ce champ de rencontre entre des gens de terrain et peut-être des intellectuels, mais des intellectuels versés, opérationnels, à aujourd'hui l'université, n'est pas un champ exclusivement théorique ou exclusivement un peu découpé de la réalité. L'université aujourd'hui est de plus en plus sur la recherche-développement, elle est sur la recherche appliquée. Nous avons beaucoup d'enseignants qui sont également des agents de terrain. Mais de l'autre côté, et ça il faut le dire, c'est que l'université est de plus en plus ouverte sur des professionnels. Tout à l'heure, en évoquant des masters pointus, nous avons 30 à 35% des intervenants qui sont des professionnels. Nous avons des experts comptables, des juges, des avocats qui viennent assurer des séminaires à nos étudiants. Ça veut dire quoi, Komat, et peut-être à la lumière de cette régionalisation avancée, c'est aujourd'hui l'université qui change complètement d'approche vis-à-vis de son environnement extérieur, qui est complètement ouverte, parce que pendant très longtemps, je parle sous votre couvert, que ce soit ici ou dans d'autres pays d'ailleurs, hein, l'université c'était quelque part été refermée sur elle-même. Et moi, tout ce qui se passe, répondre aux besoins économiques, c'est pas ma philosophie, c'est pas ma vocation, c'est pas dans mes attributs, c'est pas mes prérogatives. C'est pas le cas. Est-ce que tout ça est en train d'évoluer? Bien sûr. Vous savez, il y a 2 mois et demi, nous avons organisé un des grands symposiums qui ont eu lieu cette année au Maroc sur le modèle économique suite au discours de Sa Majesté du 13 octobre 2017, où il y a eu la participation d'experts nationaux et internationaux, de ministres, de grandes personnalités, parce que nous sommes concernés par les grands chantiers dans notre pays. Dans celui de la régionalisation avancée? Ah, bien sûr. Et on a évoqué, un des ateliers, on a évoqué la régionalisation avancée, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça je vous le dis, en primauté, on a monté un projet qu'on a soumis à l'appréciation du Centre national de recherche scientifique et technique qui a lancé un appel à projet en sciences humaines et sociales. Et le thème de ce projet, c'est la régionalisation avancée comme levier de mise en place du nouveau modèle économique. Parce que le nouveau modèle économique qui prévoit la réduction de la pauvreté, la lutte contre la précarité, l'inclusion sociale, le développement des richesses économiques ne peut pas se faire sans aller vers une régionalisation plus avancée. Donc il y a un lien intrinsèque entre le nouveau modèle qui est en train de se construire et la régionalisation. Nous sommes sur de grands projets sociétaux entre lesquels il y a un lien incontournable. Alors lorsque vous avez... Oui, mais juste ma question sur... Du coup, ça va, parce que ça va dans le sens de ce que vous venez de développer, c'est comment on fait pour apprendre aujourd'hui? Apprendre à l'école, apprendre, c'est-à-dire l'accessibilité au savoir et à la connaissance. Nous avons reçu la semaine dernière Samir Belmarlouf, qui lui est à la tête d'un établissement privé, pas comme vous, qui est à la tête d'un établissement public, qui dit, moi, dans mon école, moi je forme et j'oriente tout mon enseignement supérieur, entre autres, sur les métiers de demain. Les métiers du passé, moi, ça ne me concerne pas, il faut aller dans une autre école. Est-ce que vous avez partagé un peu la même philosophie, vous avez une autre approche là-dessus? Alors nous sommes sur un autre positionnement de part des contraintes, il faut le dire. Nous sommes conscients de la problématique, mais nous gérons des masses, hein, contrairement à des petites structures qui ont ce luxe de pouvoir se limiter de par leurs moyens, notamment humains, financiers et autres. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, si vous voyez la palette de formations que nous assurons surtout au niveau des masters et des formations doctorales, vous allez voir que nous sommes sur des métiers d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, d'ailleurs... Est-ce que le droit des affaires, vous citiez le droit des affaires tout à l'heure, est-ce que c'est un métier de demain? En tout cas, c'est une filière, qui pourrait amener, qui a encore du sens pour les métiers du futur? Oui, le droit des affaires, nous avons 100% d'embauche. On fera de plus en plus d'affaires. Peut-être vous êtes allé sur un domaine sur lequel nous avons l'exclusivité. Le droit en langue française, le droit des affaires, il n'y a pas de structure qui forme sur ces créneaux-là. Nous avons une trentaine d'étudiants de master qui sont embauchés avant l'obtention de leur diplôme. Parce que les conseillers fiscaux, les conseillers juridiques, les notaires, etc., c'est des métiers qui sont encore là et qui seront encore là pour l'avenir. En évoquant les futurs, vous savez, il y a 3 mois, nous avons été reçus par le chef de gouvernement. Une première fois au Maroc. Par Saad El-Azmani, oui. avec une délégation de 4 ministres, dont le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la fonction publique, le ministre de la gouvernance. Ils ont accueilli la première promotion d'un master qui est novateur au niveau régional. C'est sur la criminalité financière.
Ah oui. Ça n'existe nulle part. Et donc, c'est pour vous dire que nous innovons. Nous sommes sur des métiers, nous sommes sur par exemple, l'économie sociale et solidaire, qui est un domaine porteur pour l'avenir, sur lequel se positionne le Maroc. Nous avons un master en économie sociale et solidaire. Nous avons un master en droit de l'environnement. Nous avons un master en finance participative. Donc, nous positionnons sur des métiers qui sont en train de se pour l'avenir. Et tout ce qui est accès connaissance, je voyais le ministre de l'Éducation nationale qui avait fait une déclaration il y a une dizaine de jours en disant voilà l'arrivée du coding dans les écoles publiques. C'est-à-dire aujourd'hui on apprend via des tablettes. Fini les programmes. Un petit peu. Est-ce que vous, là, au niveau à votre échelon universitaire et autres, est-ce que c'est aussi des choses, des nouvelles pratiques aussi d'enseignement voilà, tout est il y a une semaine, j'ai donné digitalisé. Oui, il y a une semaine, bon, je ne peux pas citer peut-être de support de journaux, mais la vie économique, il a consacré un numéro spécial à l'éducation. Il y a toute une page qu'ils m'ont accordée et j'ai parlé. Le gros titre, c'est d'aller vers le e-learning. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la formation à distance. Est-ce que c'est nous qui allons vers le e-learning ou c'est le e-learning qui vient vers nous? Alors, des fois, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Parce on est interpénétré aujourd'hui par les nouvelles technologies. En fait, il y a les deux parties, parce qu'il ne peut pas venir chez nous sans que nous, on aille vers lui. Si c'est le cas, ça n'aboutira pas. Lorsque je dis on va vers lui, c'est que nous avons des groupes aujourd'hui qui sont en train de travailler sur la scénarisation de cours. De monter des cours avec des studios. Nous avons 3 studios d'enregistrement au niveau de notre université pour amener les enseignants à monter leurs cours sous forme digitale et à mettre des plateformes. L'université met tous les moyens logistiques, humains, pour amener les enseignants à digitaliser les cours. Ça commence, ce n'est pas encore au top, mais c'est une voie parmi les voies que je suis aujourd'hui à l'université. Est-ce que selon vous, c'est transposable aussi à d'autres régions du pays qui seraient beaucoup plus... Parce que là, vous êtes, dans un environnement très urbanisé, un environnement très ruralisé, par exemple. Est-ce que là, c'est possible aussi de faire le e-learning aussi, de nouvelles manières d'enseigner et d'accéder au savoir dans des régions du pays, y compris les plus retirées? Je dirais que ce genre d'enseignement est plus adapté aux régions les plus retirées, parce qu'il y a la question de l'éloignement. Tout à l'heure, on a évoqué un peu l'existence, la présence d'universités sur les territoires régionaux. Il y a des universités qui couvrent un large territoire que c'est difficile de faire déplacer les gens facilement. Donc, le fait de dispenser des enseignements à distance, ça pourrait aider justement à l'accès à la formation, à la réduction des coûts de mobilité, etc. Donc je dirais, bon, aujourd'hui, les compétences nécessaires, au-delà que l'on soit dans un environnement favorable comme Casa ou dans d'autres villes, les compétences nécessaires pour ce genre d'enseignement ne sont pas des compétences très pointues. Il faut juste un peu de matériel, il faut une assistance technique par des ingénieurs qui sont disponibles. Et c'est tout. Et donc aujourd'hui, toutes les universités marocaines sont en mesure de développer la formation à distance. Est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être un maillon essentiel que vous avez peut-être oublié involontairement, c'est les élus, la volonté politique? Parce que je pense que pour matérialiser cette opération-là, de pouvoir mettre en place une nouvelle méthode pour accéder au savoir et à la connaissance à travers le pays pour les populations qui malheureusement sont isolées, ou en tout cas sont dans des territoires un petit peu reculés. Est-ce que là, il ne faut pas avoir une vraie volonté politique avec un vrai leadership à la tête des régions là-dessus? Effectivement, c'est des questions d'ordre politique, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dissociation entre la politique et l'économique et le social. Nous sommes sur un système intégré, on ne peut pas avancer seul en tant qu'université, et puis le politique ne peut pas avancer également sur les autres composantes. C'est vrai que c'est une dimension intégrée, il faut y aller, il faut plus d'implication, plus de concertation, mais je crois que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, on le sent, aujourd'hui il y a une prédisposition. Vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué cette ouverture. Les 2 grandes réunions de la région ont eu lieu chez nous, à la faculté. La première a consisté à présenter l'avancement du plan de développement de la région Casa-Stade. Le PDR de Casablanca-Stade. Voilà, donc le PDR de Casablanca. L'état d'avancement de ce projet a été présenté chez nous, à la faculté, en présence top management de la région. Donc signal, c'est quoi? C'est qu'il y a une ouverture sur l'université. Et puis, il y a 2 mois, le point sur le fonctionnement des SDL, des sociétés de développement local, qui gèrent toute la ville.
le point a été fait chez nous, en présence de tous les gouverneurs, le wali, le directeur des collectivités locales, ils sont venus chez nous pour justement faire le point. C'est un signal qu'aujourd'hui, nous considérons l'université comme un partenaire sur les grandes questions de la région. Ce qui n'était pas le cas forcément avant, c'est ça? C'était pas le cas. Il y a un vrai changement là? Effectivement, il y a un changement. C'est-à-dire qu'il est prémisse d'un renforcement des relations entre la région et son université, mais je parle au niveau national, ils sont là, il y a une prise de conscience et je crois que nous sommes sur la bonne voie pour que l'avenir soit meilleur sur ce plan-là. C'est-à-dire que les pôles universitaires à travers le pays vont jouer un rôle fondamental, selon vous, dans le cadre de la régionalisation avancée? Effectivement. Mais dans ce rôle-là, est-ce que ça va être plus un rôle économique, c'est-à-dire avoir la possibilité pour les entrepreneurs, les opérateurs, d'avoir des gens formés dans des universités publiques, donc, et ensuite qui pourront venir, qui seront opérationnels et bien formés pour répondre aux besoins de l'entreprise? Est-ce que c'est pour ça qu'en fait il y a toute cette dynamique-là, ou c'est pour une autre motivation? Non, en fait, pas seulement ça, parce que l'université, son rôle ne se limite pas à pourvoir le tissu économique en cadre. Le rôle de l'université, il dépasse, parce que c'est une université publique, c'est une université citoyenne, donc il a un positionnement sur d'autres questions qui concernent la région. Et il est censé être un partenaire en matière de recherche, par exemple, de recherche-développement, à traiter des questions de l'environnement, des questions... Justement sur la recherche innovation, est-ce que ça pourrait se matérialiser comment là aussi? Avec des entreprises, des conglomérats, des plateformes d'entreprises, donc du secteur privé, qui apporteraient une contribution financière à l'université pour faire de la recherche et de l'innovation et qui pourrait servir au développement de l'entreprise? Effectivement. Est-ce que c'est ça le coup de l'écosystème? Oui, c'est ce qui se fait dans les pays les plus avancés, oui, dans les pays émergents. C'est qu'il faut que l'université soit partie prenante sur des questions de recherche, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Nous avons des expériences au niveau, par exemple, de notre école d'ingénieurs sur des questions précises, par exemple, qui sont posées par la LIDEC, par exemple, pour citer la LIDEC, qui vient avec un problème, une problématique qu'il confie à des doctorants, ils financent avec des bourses, avec des soutiens financiers, et puis le résultat de ces études, ils sont livrés à l'entreprise partenaire. Et donc, ça lui coûte forcément moins que s'il confie ce travail à du privé, mais également, ça permet une contribution de ces organisations à la formation de ces futurs responsables, parce qu'il leur donne l'occasion de toucher des questions palpables, des questions terrain. Et les mauvaises langues qui diraient, oui, mais là, moi, je ne suis pas trop d'accord, parce que c'est de l'argent public, de l'argent donc du peuple, des impôts générés, et qui servent aujourd'hui à l'entreprise privée. Parce que c'est ça, en fait. L'université fonctionne avec des deniers publics. Donc là, les entreprises du secteur privé sous-traiteraient des opérations en matière de recherche et d'innovation. Donc quelque part, ça serait de l'argent public qui serait... Ils ne sous-traiteraient pas... dont l'entreprise profiterait. Bon, ils ne sous-traitent pas gratuitement. Vous savez que... Il y a une contrepartie financière. Bien sûr, parce que l'université, à part le soutien de l'État, a la possibilité de générer des ressources propres qui viendraient essentiellement de la formation continue, qu'il assure pour les entreprises, et également des contrats de recherche avec le privé. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30%, par exemple, du budget de fonctionnement de l'université. C'est quand même important. Un tiers du budget de fonctionnement. De fonctionnement. Parce qu'il y a le budget de fonctionnement. Et le budget d'investissement. Il y a le budget d'investissement. Il y a également les salaires qui sont pris en charge par le ministère directement. Moi, je parle un peu du fonctionnement usuel. Donc, il y a une partie. Et, par exemple, au niveau de notre faculté, nous avons une dynamique que je dirais qui est... En fait, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Cette année, il y a une trentaine de grandes activités scientifiques et d'ouverture. Si on se limite au budget que nous octroie l'État, il ne nous permettrait pas une telle ouverture. Donc aujourd'hui, nous avons cette ouverture parce que nous avons des ressources propres qui nous permettent justement d'activer un certain nombre d'activités, notamment par ces contrats de recherche qui sont financés par le privé. M. Komatch, ça veut dire, ne m'en voulez pas, si je vous dis peut-être quelque part privilégié parce que vous êtes doyen donc, de cette faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Hassan II. À Casablanca, il y a peut-être des universités dans d'autres régions du pays qui n'ont pas le loisir